La Nouvelle-Orléans compte plus d'homicides par habitant que la plupart des grandes villes dans le monde. Octobre 1997, avril 2000, Charles Howard a été abattu. On devient vite cynique dans la police. On se dit qu'on n'aura jamais le dessus. En 2001, il y a eu 27 tentatives de meurtre dans cette cité. Un coin à éviter la nuit. Les Cut Boys étaient un gang impitoyable. Derek Washington avait la meilleure héroïne de la ville. Terrence Benjamin était l'un des plus violents. Sans raison apparente, il a commencé à faire régner la terreur. La peur est l'arme de ces lâches. Ils vont plonger. Ils plongeront. Nous avons relié ces homicides entre eux. Nous avons trouvé une douille calibre 45 avec une encoche. C'était la signature des Cut Boys. Quand on a arrêté Timan, je lui ai dit « C'est la dernière fois que tu vois le soleil en homme libre. » Les secours arrivent sur place. La ville est sous les eaux. 8 ans d'enquête pour rien. Le labo était sous 3,50 m d'eau. Si on ne peut présenter ni preuve ni témoin, on n'a pas de dossier. Aujourd'hui, dans Les Diables de l'Amérique, les Cut Boys, Terrence Benjamin et Derek Washington. Une inondation est redoutée. On annonce un puissant ouragan qui a été requalifié en catégorie 5. Les gens ne veulent pas l'affronter et préfèrent prendre la fuite. 29 août 2005, l'ouragan Katrina déferle sur la côte du golfe du Mexique. Durant les mois qui suivent, les dégâts causés se révèlent considérables. Plus de 1800 personnes ont trouvé la mort. Des centaines de milliers sont évacués. Les maisons, les entreprises et les institutions sinistrées. Or, cette tempête du siècle semble être arrivée à point nommé pour deux gangsters. Au terme des missions de sauvetage, d'évacuation et de rétablissement de l'ordre, on se dit, reprenons, où en étions-nous? Ah oui, sur cette affaire. Le palais de justice est inondé. Tous les dossiers sont trempés. Ils sont irrécupérables. Il en va de même pour de nombreuses scènes de crime. Après la tempête, quand les digues ont lâché, j'ai vu la cité à la télé, aux informations nationales sur Fox News et CNN. Et je me suis dit, c'est pas vrai. La cité est sous 2 mètres d'eau et tout le monde est parti. La cité Calliope est fermée depuis Katrina, excepté quelques bâtiments. Mais tout est dévasté. Durant plusieurs mois, la rumeur courait que les poursuites judiciaires ne reprendraient pas de sitôt, car les avocats étaient partis et les agents avaient pu être transférés. Où sont les témoins? Déjà qu'ils n'avaient pas été faciles à trouver, tous nos témoins avaient disparu sans laisser de traces. Le périmètre de recherche est passé de 25 à quasiment 25 000 km². Les malfrats se disaient, je vais peut-être totalement échapper aux poursuites. Avant l'ouragan, le ministère public détenait suffisamment d'éléments contre Derek Washington et Terrence Benjamin pour les inculper. Les deux hommes ont été identifiés par la police comme étant les meneurs d'un gang appelé les Cut Boys. Ils sont, en vertu des lois fédérales, inculpés avec 9 de leurs complices d'associations de malfaiteurs dans le cadre d'un trafic de stupéfiants qui a mené à 5 assassinats et à une vague de violence.
Et ils étaient impitoyables. Quand on se lance dans le trafic de stupéfiants, on n'a pas vraiment le choix. On ne survit pas dans ce milieu sans avoir recours à la violence. Selon la police, ces deux jeunes gens ont semé la terreur pendant 10 longues années. Terence Benjamin était respecté dans le milieu car il était très violent. Il se faisait appeler T-Man ou Black. C'était un homme réputé violent. Et il a fini par avouer avoir commis des meurtres. La peur est l'arme de ces lâches qui ont accablé notre communauté. L'un des chefs de file de cette organisation était Washington. Il se chargeait de l'approvisionnement en héroïne. On le surnommait Eyes. C'est pertinent quand on voit sa photo. Eyes était probablement le plus gros fournisseur d'héroïne dans la cité. Les Cut Boys ont mis toute une cité en état de siège. Plus précisément la cité B.W. Cooper, aussi appelée Calliope. On y vendait de la drogue depuis longtemps. Les Cut Boys ont eu tout le loisir, en grandissant, d'observer et d'apprendre les ficelles du métier. Ils ne se sont pas contentés de prendre le relais. Ils se sont imposés par la force. Une fusillade a été filmée par une caméra dans une station de lavage automobile. Ils avaient des fusils d'assaut. Tout a été filmé. Du jamais vu. Ils se sont trompés de cible. C'était inconcevable, même à la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans n'est pas seulement connue pour son carnaval et le Vieux Carré, son quartier français. Elle a aussi longtemps été qualifiée de capitale du meurtre. Meredith Acosta a eu l'occasion de voir le carnage perpétré par des Cut Boys. J'ai commencé dans la police en tant que technicienne de scènes de crime. J'examinais des scènes de crime. Un jour, j'ai examiné un jeune de 16 ans qui avait reçu une balle à Calliope. C'était à Halloween. Je m'en souviens très bien. Ils n'ont pas attendu l'arrivée des secours. Son ami l'a conduit du lieu de la fusillade à l'hôpital Charity. Il a raté la rampe des urgences et a emprunté l'accès piéton devant l'hôpital, où je l'ai trouvé plié en deux sur le siège passager, déjà mort. J'avais du mal à y croire. Comme tant d'autres, la fusillade a eu lieu en plein jour, au cœur d'une cité animée et très peuplée. Et pourtant, il n'y a aucun témoin. Les gens voulaient parler, mais ils n'en avaient pas le courage et ils craignaient des représailles s'ils témoignaient. Dans une affaire de meurtre, par exemple, il se peut que quelqu'un donne un tuyau ou remette quelque chose à l'officier de police pour le renseigner. Mais il ne bénéficie d'aucune protection. Du coup, s'il témoigne contre le meurtrier, quand il retournera à la cité, il devra affronter le reste de la bande. Il ne fera pas long feu. À la Nouvelle-Orléans, les Cut Boys étaient les maîtres de la cité Calliope. Je n'ai pas tardé à comprendre que mon badge doré ne représente pas grand-chose pour un témoin qui a tout à perdre et rien à gagner en me parlant. La Nouvelle-Orléans a une longue et riche histoire. Célèbre pour ses musiciens, son carnaval, ses casinos flottants et ses restaurants du quartier français, la cité du croissant comme elle est surnommée, a toujours été un haut lieu du gangstérisme. Les Cut Boys ont écrit un chapitre de l'histoire de leur ville.
Les Cut Boys étaient une des grandes factions de la ville, tant pour la vente de drogue que pour le kidnapping. Ils exécutaient des contrats pour d'autres. Ces individus contrôlaient totalement la vente de drogue dans cette cité, qui est une zone bien délimitée. C'était un marché de la drogue à ciel ouvert. Il y avait des fusillades tous les 2 jours. Les meurtres et les violences étaient monnaie courante. Derek Washington et Terrence Benjamin étaient des enfants de la cité Calliope, leur seul foyer. Monsieur Washington a arrêté le lycée en seconde. Il a été accro au crack pendant quelque temps. Terrence Benjamin a grandi dans un foyer monoparental. Sa mère était tout pour lui, avant qu'elle ne sorte de sa vie. Il a ensuite été élevé par des proches, des amis, des relations. Il a grandi dans une cité sans instruction ni figure paternelle. Ses modèles de réussite étaient les dealers de drogue. Ils sont imprégnés de cet environnement. La cité Calliope où opéraient les Cut Boys se trouvait dans le quartier de Back of Town, littéralement au bout de la ville, qui est délimité par la rue Galvez. Back of Town fait partie de la 2e circonscription de la Nouvelle-Orléans, où se trouve la cité B.W. Cooper, composée de 24 blocs d'habitation. Le Superdome nous sert de point de repère dans la ville. Et il se trouve à 2 pas du boulevard Earhart, qui longe une cité déjà ancienne, avec des résidents de longue date. La cité Calliope se démarquait des grands complexes d'habitation de la Nouvelle-Orléans. Beaucoup de violence, beaucoup de drogue. Les cités avaient toute mauvaise réputation. Calliope, Lafitte, Iberville. Elles étaient connues pour la drogue, les meurtres, etc. Elles avaient donc mauvaise réputation, surtout Calliope. C'est au cœur de cette cité que les Cut Boys s'imposent et se font un nom. C'étaient des bâtiments de béton disposés en rectangle. 2 bâtiments face à face, séparés par une rue, et 2 à angle droit avec un petit passage appelé le Cut. Ils appelaient le Cut le secteur d'où ils opéraient principalement. À force de traîner dans le Cut, les gens ont commencé à les appeler les Cut Boys. Voilà d'où vient leur nom. Ils opéraient dans le Cut. Un coin à éviter la nuit. Ce secteur n'était pas visible de la rue, ni de l'antenne de police située à 200 mètres de là. Le Cut était à l'abri des regards indiscrets et les Cut Boys aussi. La Nouvelle-Orléans est sûrement l'une des villes les plus violentes des États-Unis. Elle compte plus d'homicides par habitant que la plupart des villes dans le monde. Derek Washington et Terrence Benjamin ont une enfance difficile. En 1981, la cité Calliope est rebaptisée Cité B.W. Cooper, en hommage à un homme qui a dédié 33 ans de sa vie au service municipal du logement. Mais le nom de Calliope reste, surtout quand il est question de drogue. Il y avait une boîte sur le cours Thalia appelée Rose Taverne, où on vendait de l'héroïne depuis des décennies. Les junkies s'y pointaient à 6 h du matin pour acheter leur dose. Il y avait même un personnage peint sur la façade surnommé Calliope Slim, de son vrai nom Randall Watts. Randall Watts dirigeait un violent gang qui contrôlait Calliope au début des années 90, quand la Nouvelle-Orléans a connu un pic de violence. En 1994, la ville recensait en moyenne plus d'1 meurtre par jour. Watts était un de ces revendeurs de drogue au grand cœur qui achetait de la nourriture et des habits pour les enfants, mais qui aussi, selon la police, aurait tué beaucoup de gens. Il a été abattu à quelques mètres de la peinture murale en 1997.
Le jour de son enterrement, son cercueil a été porté bien haut dans la Rose Tavern. C'était presque un hommage à ce fameux chef de gang qui aurait tué plusieurs personnes. Ils ont grandi dans un climat de violence et de règlement de compte. Ils ont grandi en admirant les dealers. Les Cut Boys trouvent chacun leur voie. Monsieur Washington a comblé un vide. Quand plusieurs gangsters ont été arrêtés, il a su comment s'y prendre pour les remplacer. L'ancien accro crack se lance dans le trafic d'héroïne. Il a commencé par vendre de l'héroïne au détail. Puis il a gravi les échelons, pour ainsi dire, et a réussi à trouver un fournisseur de grosses quantités d'héroïne provenant directement du Guatemala. Terrence Benjamin se spécialise lui aussi, après un incident qui a failli lui coûter la vie. On lui a tiré dans le cou. Il a eu de la chance d'en réchapper. Un de ses amis proches a été abattu d'une balle durant l'incident. C'est arrivé dans la cité Magnolia. Ils ont 17 ans quand ils croisent un gang rival dans le mauvais quartier. En apprenant que Terrence Benjamin a survécu, le gang revient à la charge. Ils ont à nouveau essayé d'abattre Terrence Benjamin. C'est un manque de respect qui ne peut rester impuni, à moins de quitter le milieu. Si vous ne ripostez pas immédiatement, ça arrivera à nouveau jusqu'à ce que vous soyez mort. T-Man décide de contre-attaquer en tuant quiconque s'opposerait à lui dans la cité Calliope et au-delà. Les Cut Boys de la cité Calliope ne sont que des ados quand ils se lancent dans le trafic de drogue et les règlements de compte. À la fin des années 90, la Nouvelle-Orléans connaît une recrudescence de violence entre gangs locaux. Tout le monde voulait se faire respecter pour ci ou pour ça. Et certains étaient prêts à tout pour gagner ce respect. Terrence Benjamin était l'un des plus violents. C'est lui qui a tué le plus de gens. Pour lui, le respect se gagne en étant violent, en ayant cette réputation. C'est une question de respect. Sans ça, vous êtes mort. Terrence Benjamin a été une victime avant de devenir un tueur. Son ami et lui ont été surpris hors de leur secteur par un gang rival dans la cité Magnolia. Son ami a été tué et lui a reçu une balle dans l'épaule et une autre dans la nuque. Il a eu de la chance d'en réchapper. Peu de temps après, il a commencé à faire régner la terreur. Halloween 1997. À peine remis de ses blessures, T-Man commence à s'imposer. T-Man et Adam Scobbins ont croisé German Rodriguez devant une épicerie appelée Mike's Food Store. Et même si ce Rodriguez n'avait rien à voir avec sa tentative d'assassinat, T-Man n'a pas hésité. German Rodriguez venait de la cité Magnolia. Ils sont allés en vélo jusqu'aux limites de la cité, qui était à bonne distance du cut. German était dans l'épicerie et jouait à un jeu vidéo avec son petit cousin. Sans raison apparente, dès qu'il l'a vu, il a ouvert le feu. Il l'a tué devant le magasin le soir d'Halloween, à la sortie de la cité. German Rodriguez n'était pas connu des services de police. Il vivait seulement dans la mauvaise cité. Terrence Benjamin n'avait que faire qu'il y ait des témoins. Il comptait sur sa réputation et la peur qu'elle inspirait pour les dissuader de se manifester, de témoigner et de coopérer avec la police. Autrement, ils risquaient eux aussi d'être abattus dans la rue. C'est un vrai problème à Calliope. Le gang contrôle la cité et sait que personne ne les dénoncera.
Deux facteurs entrent en jeu. Premièrement, les trafiquants de drogue de la Nouvelle-Orléans sont souvent des proches. Les gens sont moins enclins à vouloir témoigner devant une cour fédérale quand il s'agit de leur grand frère, de leur cousin ou même d'un copain d'enfance. Deuxièmement, la sanction infligée à une balance dans le milieu de la Nouvelle-Orléans est bien plus radicale que celle fixée par un tribunal. Ceux qui ont osé parler ont été abattus avant même d'avoir pu témoigner. Et croyez-moi, ce genre de nouvelles fait rapidement le tour du quartier. Un autre bruit qui court tout aussi vite concerne la drogue. Nous avons très rapidement découvert qu'ils vendaient ce que les toxicomanes appelaient le feu, la meilleure héroïne de la ville. Derek Washington, alias Eyes, était sans doute le plus gros fournisseur d'héroïne dans la cité. Le produit arrivait à l'état pur et n'était pas forcément coupé. Derek Washington a déclaré « Je vais récupérer tous les junkies de la cité et des autres quartiers parce que j'ai la meilleure cam. » Les Cut Boys vendent de l'héroïne à la grande époque du crack. Les clients affluaient de tous les quartiers de la Nouvelle-Orléans. Des gens de tous les horizons, de toutes races, des deux sexes. Les junkies peuvent vous acheter de l'héroïne pendant des années, voire des décennies. Avec le crack, c'est plus aléatoire. À l'instar de Derek Washington et de Terrence Benjamin, les autres membres des Cut Boys sont tous attachés à leur secteur. Winston Gilmour, Boo, Corey Washington, Cutboy Corey, Louis Gilmour, Pee-wee, Adam Cobbins, Kedrick Hall, KK. Ils avaient marqué leur territoire avec des graffitis pour faire savoir à ceux qui l'ignoraient qu'ils contrôlaient ce secteur. Ils ne permettaient pas aux dealers qui n'avaient pas de ghetto pass de vendre de la drogue. Le gang se révèle redoutable. Il vend le feu et n'hésite pas à tuer pour préserver sa place. En 2001, il y a eu quelques 27 tentatives de meurtre ou meurtres dans cette cité, la cité B.W. Cooper, de la superficie de 2 stades de football. Et ça n'avait rien de fortuit. Il se passait quelque chose. Les Cut Boys diversifient même leurs activités en devenant des tueurs à gages. En 2000, ils sont contactés pour exécuter un contrat. Terrence Benjamin, Corey Washington et Adam Cobbins ont décidé de l'accepter. La cible est un résident de Calliope, Charles Howard. Surnommé Pig, Charles Howard était un complice de Terrence Benjamin. Mais l'argent est l'argent. Terrence Benjamin a accepté le contrat, moyennant $10 000. Terrence Benjamin prépare un cambriolage en mettant Charles Howard dans la combine. Ils étaient censés cambrioler une maison pour y voler de la drogue et de l'argent. Mais c'était totalement bidon. Ils l'ont amené à s'introduire par la fenêtre pour récupérer leur butin. Pendant qu'ils grimpaient jusqu'à la fenêtre, ils ont tiré et l'ont tué. On a retrouvé Charles Howard mort devant un bâtiment de la cité avec 15 balles dans le corps, provenant de 2 pistolets automatiques. La réputation de T-Man devient si sulfureuse qu'elle commence à nuire aux affaires. Souvent, les consommateurs préféraient s'approvisionner auprès d'un autre dealer que Terrence Benjamin, car ils redoutaient son penchant pour la violence. Un petit dealer nommé Chester Smith se met à tirer parti de la peur que le gang inspire.
Chester Smith vendait de la drogue dans le secteur de T-Man, le Cut. Il n'a pas mis en garde M. Smith en lui disant « Arrête ton trafic ». Un soir, Terence Benjamin est allé avec un client pour simuler une transaction, frapper à la porte du dealer, armé d'un fusil. Il s'est précipité à l'intérieur et a ouvert le feu dans l'appartement. Il a tiré environ 23 fois dans l'appartement et a tué un homme appelé Ray Manner qui dormait sur un canapé. Chester a pris une balle dans le coude et s'est enfui par la porte de derrière. Alors qu'il courait sur la route, Terence Benjamin a continué à lui tirer dessus. Chester n'est jamais revenu. Cette fois, la police débarque en force. Nous pensions savoir ce qu'il nous restait à faire. Frapper aux portes pour interroger d'éventuels témoins. Mais personne n'a rien vu. La première chose qu'on nous disait, c'était « S'ils me voient vous parler, ils me tueront ». Par la force des choses et pour avancer l'enquête, nous avons improvisé une technique. Nous avons décidé d'investir la cité. Ce n'est plus votre cité, c'est la nôtre. La police s'installe dans la cité Calliope. Au tournant du siècle, la cité Calliope de la Nouvelle-Orléans est une zone de non-droit, contrôlée par le gang des Cut Boys, qui règne en maître sur 24 blocs d'habitation. La cité est connue dans toute la ville, et plus particulièrement par les junkies et la police. Il y a eu 27 meurtres ou tentatives de meurtre en 2001. Ça a marqué le début de l'enquête. En 2001, le gouvernement lance le projet Quartier sûr, une initiative du département de la justice pour réduire l'utilisation des armes à feu dans tout le pays. Le projet prévoit de faire collaborer les policiers et les procureurs avec des agents fédéraux. Ray Connor, alors policier à la Nouvelle-Orléans, fait équipe avec Mike Eberhardt, de l'Agence de contrôle des alcools, du tabac, des armes à feu et des explosifs. Mike Eberhardt et Ray Connor ont commencé à mettre la pression. Notre mission était de gagner leur confiance à long terme. On a fait une descente dans le quartier pour obtenir des informations, savoir qui a tué qui devant l'immeuble. Et j'ai été surpris à l'époque, sans être naïf, par le fait que personne ne coopérait. Ray m'a dit, le plus poliment possible, « Vous vous rendez compte de ce que vous faites ?» J'ai dû admettre que non. On les prenait en photo, alors ils ont commencé à se disperser et à couvrir leur visage. Ça donnait le ton. La tactique était la suivante. On ne bougera pas d'ici tant qu'on ne vous coincera pas. Les policiers surveillent la cité du matin au soir pendant des mois. Rapidement, ils parlent à tous les suspects individuellement. On est allé dire aux plus dangereux, on vous observe. Ne vendez pas de drogue, ne nous provoquez pas. Ne tuez personne. J'ai parlé avec Terence Benjamin dans la rue plusieurs fois. Une fois, j'ai conversé avec lui pendant 3 quarts d'heure, voire 1 heure. On n'a pas parlé de gang ni de police, mais de la vie. Toutes les semaines, sans exception, quelqu'un se faisait descendre au Rose Tavern. La première fois que je suis entré dans cette boîte, j'étais accompagné de Mike Eberhardt, qui est blanc. C'était un habitué comme Norm dans Cheers. Comme par hasard, le taux d'homicide chute dans la cité Calliope, passant de 21 en 2001 à seulement 3 en 2002. Ces chiffres étaient excellents. C'était le fruit du travail de Mike et de Ray.
Il y a eu une fusillade. J'ai foncé sur les lieux après l'avoir entendu aux infos. J'ai débarqué dans la cité et j'ai parlé à Terence qui m'a dit qu'il n'y était pour rien. Terence me l'a assuré et il s'est avéré qu'il disait vrai. Mais les crimes que Timan a déjà commis reviennent le hanter. En 2002, la technicienne de scène de crime Meredith Acosta est promue experte en balistique. Les agents Eberhardt et Ray sont venus me voir. On collaborait constamment. On est sur 2 affaires. Peux-tu les comparer? Raymond Connors et Michael Eberhardt cherchent à faire des recoupements entre les crimes commis dans la cité Calliope. Grâce à NIBIN, notre réseau national d'identification balistique, nous avons relié ces homicides entre eux. Quand nous identifions une arme comme étant à l'origine de 2 crimes perpétrés la même semaine, nous en déduisons qu'un seul individu ou plusieurs membres d'un gang sont impliqués. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est au moins une piste. Nous déterminions combien d'armes étaient impliquées, leur type, s'il s'agissait d'une arme en particulier, puis nous entrions ces données dans le système NIBIN. Prenons une douille de calibre 45. Le système recherche toutes les autres douilles du même type sur le serveur, puis affiche toutes les occurrences. L'une des premières affaires que les coéquipiers soumettent à Meredith Acosta est le meurtre du jeune Gérald Babineau le soir d'Halloween en 2000. Une voiture s'arrête devant le perron de l'hôpital Charity. Le conducteur est blessé par balle. Son passager, Gérald Babineau, est mort. J'avais du mal à y croire. J'ai examiné cette scène de crime et revoilà le dossier. J'avais participé à la récolte de preuves et là, j'allais les analyser. J'ai ainsi pu suivre l'affaire jusqu'au bout. L'analyse des éléments par le système d'identification balistique porte ses fruits. Nous avons établi des liens probants entre les affaires, les fusillades et les meurtres. Ça nous a permis d'y voir plus clair, car on avait affaire aux mêmes personnes. Armés de ces preuves balistiques, les 2 équipiers parviennent à faire parler certains membres du gang. Quand on dit à quelqu'un « On t'a arrêté avec cette arme », or il s'avère qu'elle est impliquée dans tel meurtre, telle fusillade. Dans ce cas, la personne est plus à même de dire « C'était pas moi, en fait, c'était un tel ». Je me suis rendu compte que je m'étais fourvoyé quand on nous a claqué la porte au nez au début et qu'on a pensé que les gens s'en fichaient. C'est faux. 95% des habitants de la cité ne voulaient pas de cet environnement. Il leur fallait un peu d'aide pour changer la donne. Le 19 août 2003, le procureur fédéral annonce l'ouverture de poursuites pénales contre 11 membres des Cut Boys, sur plusieurs chefs d'accusation, en vertu de la loi RICO élaborée pour lutter contre le racket et le crime organisé. La peur est l'arme de ces lâches. Ils vont plonger. Ils plongeront. Quand on entend le mot racket, on ne pense pas aux Cut Boys. On pense plutôt à New York, au FBI qui surveille la mafia d'une camionnette et écoute les conversations des caïds. Or, les Cut Boys se livraient en bande organisée à un trafic de stupéfiants et à des règlements de compte. Selon une disposition de la loi RICO, chaque membre est responsable des agissements de son gang. On a pu les inculper de 5 homicides et 4 tentatives de meurtre. Sur les 11 inculpés, 9 ont été arrêtés. Quand on a arrêté Timan, je lui ai dit « C'est la dernière fois que tu vois le soleil en homme libre ». Il a pris peur. Ce qui les a achevés, c'est d'avoir été inculpés de trafic de drogue en vertu des lois fédérales. S'ils avaient été jugés selon les lois de l'État, ils auraient pris 6 mois avec sursis. Là, ils encouraient 20 ans, voire perpétuité pour la même activité. Le premier à collaborer est le baron de l'héroïne, Derrick Washington, alias Eyes.
Il a compris que s'il passait en jugement, il prendrait probablement perpétuité, à cause des preuves accablantes qui seraient présentées contre lui. Il n'avait jamais encouru une telle peine. Il a signé un accord et a accepté de coopérer avec les autorités. En 2005, Hayes est condamné à 20 ans de prison. Puis c'est au tour de ses complices d'être inquiétés, dont un membre des Cut Boys en particulier, T-Man. Les secours arrivent sur place. La ville est sous les eaux. 8 ans d'enquête, interrompus par l'ouragan Katrina. Le labo était sous 3,50 m d'eau. On a tout perdu. Tout le monde a été dispersé pendant 2 ans. Le 29 août 2005, près de 2 ans après la mise en accusation des Cut Boys, l'ouragan Katrina déferle sur la Nouvelle-Orléans. La tempête et les eaux balayent le seul refuge qu'aient connu les membres du gang, qui, à cette heure, se trouvent déjà derrière les barreaux. Cette catastrophe naturelle leur redonne espoir, à tous, sauf à un. Après l'ouragan, des gens de tous les horizons ont été déplacés, y compris les avocats. Tous nos témoins avaient quitté leur cité sans laisser de traces. La donne change totalement quand il arrive une catastrophe d'une telle ampleur. Parce qu'on n'a rien vu venir. Si on ne peut présenter ni preuves ni témoins, on n'a pas de dossier. 6 mois avant la tempête, Derek Washington, le fournisseur d'héroïne du gang, a plaidé coupable d'une inculpation de racket contre une peine de seulement 20 ans. Pour les autres, on a dû tout reprendre, tout recommencer à zéro. La reconstruction de la ville redonne espoir à nos citoyens. Je suis sûr qu'en leur fort intérieur, ils pensaient que la situation allait tourner à leur avantage. Mais c'était hors de question. Les policiers s'investissent avec la même ténacité dont ils ont fait preuve lors de leur enquête à Calliope. J'étais déterminé à retrouver chaque témoin. On s'est rendu dans une quinzaine d'États. Alors qu'avant, tout le monde se trouvait à 2 minutes du Superdome et 5 minutes du palais de justice. Mike a fait au moins 200 000 km en voiture pour essayer de retrouver les témoins qui avaient été déplacés. Des habitations, on ne voit plus que les toits. Les rues autrefois bondées de touristes sont envahies d'eau stagnante. Nous avons perdu toutes nos preuves et notre système d'identification balistique. Nous en pâtissons encore. Il n'est pas toujours facile d'expliquer devant une cour que les preuves ont disparu. Au bout de quelques semaines, la chance sourit à l'équipe chargée d'enquêter sur les Cut Boys. Une partie des preuves se trouvait au laboratoire de l'avenue Tulane, dans les anciens locaux de la police scientifique de la Nouvelle-Orléans. Il avait été inondé. Les preuves sont généralement conservées dans le sous-sol du commissariat. Celles qui nous intéressaient ont été préservées car elles avaient été transférées à l'agence. L'agence de contrôle des alcools, du tabac, des armes à feu et des explosifs se situait dans une zone surélevée. Je crois qu'un des t-shirts troués par des balles était rangé sur le haut d'une étagère dans mon bureau. Il n'a pas été mouillé, car il était à plus de 3,50 m du sol. On a réussi à réunir les preuves nécessaires. On avait tellement travaillé, il y avait tellement de vie en jeu. On s'était engagé vis-à-vis de la communauté. On ne pouvait pas laisser tomber ces gens. 6 mois après le passage de Katrina, le ministère public fait comparaître les autres membres des Cut Boys devant une cour fédérale. La majorité d'entre eux mesurent la gravité de la situation, comme Derek Washington avant eux. Quand la sélection des jurés a débuté, on avait conclu des accords avec tous les accusés, hormis 2. Les 2 récalcitrants sont Eldridge Simpson, alias Woozy, le suspect principal du meurtre de Gerald Babineau, ainsi que Terrence Benjamin, alias T-Man.
Terence Benjamin encourait la peine de mort. On a sélectionné un jury habilité à prononcer une telle peine. Il est accusé de 5 homicides perpétrés pour le compte du trafic des Cut Boys. Bien entendu, M. Benjamin connaissait parfaitement les charges retenues contre lui, les preuves, l'identité des témoins. Pendant la sélection des jurés, ses avocats ont commencé à parler d'un accord éventuel. Pour Terence Benjamin, ça signifiait plaider coupable de 3 homicides, sachant qu'il prendrait perpétuité pour ses crimes. Alors que la sélection des jurés prenait fin, à la veille du procès, il a décidé de plaider coupable. Il échappe ainsi à la peine capitale. Il passera le reste de sa vie derrière les barreaux, sans remise de peine possible. Son co-accusé Woozy est le seul membre des Cut Boys à passer en jugement. Ce sera bref. Il savait que ses anciens complices étaient prêts à témoigner contre lui. Les témoignages étaient accablants, ainsi que l'accusation de détention d'une arme à feu. Il avait frappé sa petite amie avec la crosse d'un pistolet semi-automatique et elle avait pris la balle dans le crâne. Elle a survécu, mais Woozy a été condamné à la perpétuité. Les jurés ont délibéré pendant plusieurs heures et l'ont déclaré coupable de tous les chefs d'accusation. On devient vite cynique dans la police. On se dit qu'on n'aura jamais le dessus. Mais cette affaire m'a marqué, bien plus que les autres. Certains quartiers de la Nouvelle-Orléans sont toujours en reconstruction après le passage de Katrina. Les habitants tentent de rebâtir leur vie, mais la cité Calliope ne sera jamais plus la même. Près des 3/4 de la cité Calliope ont été démolis. J'espère que les vieux démons ont été enterrés avec la démolition de la cité. Qui sait, avec de nouveaux bâtiments et la mauvaise graine en prison, le quartier pourrait connaître une nouvelle ère.